Convolutions politiques se sont exposées, transportées à l'université. L'ancrage du débat politique se fait aujourd'hui beaucoup plus au niveau des sachants. Au point où on est à se demander si la science s'était sabordée ou que les intérêts égoïstes, partisans, ou même la lecture doctrinale l'emporte sur le droit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous savoir aussi nombreux à ce niveau, à ce nouveau café politique, j'allais dire. Celui que nous recevons ce soir pour vous était secrétaire général du gouvernement sous le président Bouniaï, garde des Sceaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un universitaire. Après le professeur Joël Aïvor, le professeur Dandy Niamou, voici pour vous, amis du café politique, le professeur Victor Topanou. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Distel. Joël Aïvor était avec le président de l'Assemblée nationale comme sachant, d'ailleurs comme le professeur Topanou. Dandy Niamou était avec Canal 3, un confrère. Ce soir, nous avons le professeur Topanou. Topanou, conseiller technique juridique du chef d'État Bouniaï. Vous l'avez dit, secrétaire général à la présidente de la République. Et puis, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le professeur Victor, président Topanou, qui est aussi secrétaire permanent à la chaire UNESCO. Et c'est surtout maître de conférence sciences politiques à l'université d'Abono-Calavi, maître de conférence des universités. C'est un spécialiste en droit public, en sciences politiques. Donc, c'est un universitaire, comme tu l'as dit, mais pas moins un homme politique. Alors, ce soir, professeur, qui recevons-nous? Est-ce l'universitaire ou l'homme politique? C'est l'universitaire. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, si nous recevons l'universitaire, quel est le niveau, quelle est la place de la doctrine dans le débat actuellement en cours dans le pays, notamment par rapport aux élections législatives? Je me permets déjà de vous remercier de m'avoir invité. C'est un honneur. Je ne connaissais pas très bien le format de l'émission, mais j'ai bien accepté de me soumettre, étant entendu que, comme le disait Distel Amoussou pendant qu'il m'invitait, ce sont les circonstances qui parfois obligent à identifier ces invités. Pour revenir à la question précise que vous posez, est-ce qu'en réalité la question de la doctrine se pose aujourd'hui dans le débat? Je pense que non. La question de la doctrine, c'est en gros ce que pense un professeur de rang magistral sur un sujet ou un thème particulier qui nécessite une définition, un travail de méthodologie, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout simplement que nous avons lancé un processus électoral depuis le 16 janvier dernier, qu'à mi-chemin du processus électoral, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques grains de sable dans la machine. Certains l'ont dit, ils appartenaient à l'opposition, ils n'avaient sans doute pas obtenu l'écoute nécessaire. Mais je pense que le tournant dans cette affaire, c'est le mercredi 6 mars dernier, lorsque le président de la République lui-même, recevant
la classe politique de l'opposition a constaté deux choses. Premièrement, que nous étions dans une impasse. C'est le mot utilisé par le président de la République. Je considère que dans un pays civilisé, lorsque le président de la République sort, prend la parole, fait un diagnostic, on n'a pas d'autre choix que de prendre ça au sérieux. C'est le président de la République. Quand le président de la République dit que nous sommes dans l'impasse et charge immédiatement après, et c'était le deuxième point, il charge le président de l'Assemblée nationale, qui est le deuxième personnage de notre République. Et il le charge à l'effet d'aller chercher avec la classe de l'opposition, y compris ceux qui n'avaient pas répondu présent à l'invitation du mercredi 6 mars, il leur demande, quasiment il les somme, d'aller chercher un consensus en les rassurant immédiatement que lui, il était disposé à partager ce consensus. Donc c'est à partir de ce moment-là que le problème a commencé. C'est-à-dire que le président de la République n'aurait pas tenu ses propos, n'aurait pas constaté par lui-même qu'on était dans l'impasse, que probablement il n'y aurait pas eu un débat comme celui que nous avons aujourd'hui. Professeur Victor Topanou, techniquement, selon vous, en tant qu'observateur de la vie politique nationale, est-ce qu'il y a impasse du point de vue du droit? Mais écoutez, pourquoi vous limitez la question au point de vue du droit? Plutôt on a fait un homme Parce que pour moi, et pour le commun des Béninois, les questions d'élection relèvent strictement du domaine de la loi. Non, vous avez tort. L'élection, c'est d'abord une activité hautement, essentiellement politique. Essentiellement politique. Ça n'est pas ce que dit la Constitution béninoise. Bien sûr, c'est ce qu'elle dit. À moins que vous ayez des dispositions contraires de la Constitution à m'opposer. En réalité, l'élection, quelle qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit législative, qu'elle soit communale, municipale ou locale, sont des activités politiques. Elle relève du domaine de la loi. Je suis d'accord qu'elle relève du domaine de la loi, mais je voudrais que vous me compreniez très bien. Toute activité humaine, je dis bien toute activité humaine, est nécessairement réglementée. Et une activité humaine qui n'est pas réglementée est forcément désorganisée. Et c'est le désordre. J'imagine que vous-même, vous faites partie de corporations professionnelles et vous savez qu'elles sont organisées. Donc le droit, ce n'est que l'organisation normative de l'activité à laquelle vous participez. Lorsque vous êtes, par exemple, un artisan, que vous adhérez à l'Association nationale des artisans, vous avez automatiquement des statuts. Vous avez automatiquement un règlement intérieur. C'est ça le droit. Et donc, quand on décide, j'ai fini, quand on décide d'aller aux élections, automatiquement, on pose les règles. Et c'est ça le droit de l'élection. Et il y a des gens qui vous parleront du droit électoral. Est-ce qu'il y a techniquement impasse? Écoutez, là, je vois l'évolution dans votre pensée. Nous sommes partis de l'impasse juridique à l'impasse technique. Je ne sais pas trop bien là où on va arriver. Ce qui est certain, c'est que pour moi, qui a un profond respect pour les institutions de la République, à partir du moment où le président de la République vient dire à la face du monde, à travers l'opinion nationale, que lui-même constate l'impasse, qu'en plus de cela, il est très mal à l'aise de voir que c'est pendant qu'il est président qu'on organisera une élection sans l'opposition. Pour moi, j'essaye de comprendre. Et c'est là où probablement les propos de doctrine que tenait tout à l'heure Napoléon Agapit ont tout leur sens. Le président de la République est un producteur de doctrine. Quand le président de la République a dit, ce qui nous revient à faire, c'est de décortiquer. Parce qu'il a produit la doctrine. Vous allez dans les explications. Et c'est ainsi qu'il a dit
au président de l'Assemblée nationale, allez à la recherche d'un consensus, je vous attends. Ça devient automatiquement de la doctrine. À ce moment-là, la question pertinente que vous deviez me poser, c'est de savoir en quoi est-ce que le président de la République pouvait parler d'impasse. Plutôt que de me demander à moi d'utiliser un mot pour contrarier le président, ce que je ne ferai pas. Ça n'est pas ce que je demande. Ce que je voudrais vous amener à faire, c'est votre lecture personnelle. Parce que le chef de l'État, le président de la République, intitule personnel à une institution politique. Je parle... Mais régi par le droit. Je parle de technicité. D'accord. Et de faits. Et ces faits-là, je les soumets à votre lecture. Très bien. À ce moment-là, j'y vais. Allons-y. Pour moi, il y a impasse. Il y a impasse d'abord parce qu'on est arrivé à un niveau d'inapplicabilité de la loi. Vous savez que pour aller aux élections... Quels sont les argumentaires? C'est ce que je m'en vais vous dire. Vous savez que pour aller aux élections, il y a en général deux lois qui régissent les élections. Il y a d'abord la charte des partis, parce que ça concerne les partis, les acteurs devant aller aux élections. Et puis ensuite, il y a le code électoral, qui est en fait le document le plus important. Très bien. En ce qui concerne la charte des partis, aussi bien la charte des partis que le code électoral, le premier point de critique ou de discussion, c'est que nous avons adhéré depuis 1975 à la CEDEAO et que depuis quelques années, la CEDEAO a adopté un protocole additionnel relatif à la bonne gouvernance et à la démocratie. Dans l'une des dispositions de ce protocole, la CEDEAO a prévu qu'en aucun cas, dans aucun pays membre de la CEDEAO, personne ne devrait toucher aux lois organisant les élections, notamment la charte des partis et le code électoral, 6 mois. 6 mois avant les élections. Sauf que la CEDEAO a immédiatement ajouté, à condition, ça peut se faire, mais à condition d'avoir réuni un consensus de l'ensemble des acteurs en jeu. Et c'est là que le problème a commencé. Lorsque les députés adoptaient la charte des partis ainsi que le code électoral, en septembre 2018, ils ont décompté 6 mois à partir duquel le processus électoral devait commencer. Et 6 mois, c'était le 17 mars. Le 17 mars. Le 17 mars, le processus pouvait commencer, de telle sorte que même la charte a prévu une période transitoire de 6 mois correspondant précisément à cette période-là. Sauf que quand les députés prenaient la loi, votaient cette loi et prévoyaient une période transitoire de 6 mois qui va jusqu'au 17 mars 2019, ils n'avaient pas envisagé que la Sénat allait sortir un calendrier dont le processus commencerait en janvier. Et donc, en débutant le processus en janvier, la Sénat a posé un problème nouveau. Est-ce que c'est la Sénat qui a posé le problème? Le président de la République, dans ses propos en mars, le 6 mars dernier, a dit que c'était la faute des députés. Il a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Si on laissait le président de la République. C'est important, c'est l'acteur majeur. Oui, mais maintenant, on peut y aller. Est-ce que le président de la République est un acteur majeur de l'organisation des élections? Oui. Donc, au niveau du code électoral? Non, au niveau du code électoral, bien sûr que non. Mais le code électoral est le document essentiel de l'organisation. Oui, d'accord, soit. Alors, quelle place vous lui donnez alors? Au président de la République? Exactement. La recherche du consensus, puisqu'on était dans l'impasse. Mais il n'est que le président de la République. Non, pas que. Dans la recherche du consensus, tel que énoncé par le protocole additionnel, le consensus doit être obtenu par tous les acteurs. Et parmi ces acteurs, il y a le président de la République. Si le président de la République n'était pas concerné, qui aurait pris l'initiative de choisir le président Humbedi pour conduire les négociations? C'était qui l'aurait fait? L'épiscopat? Ou bien le collège des pasteurs? Ou bien qui? La société civile? Le président de la République a ouvert la voie. Lui appartient-il encore de régenter le processus de recherche? Non, je n'ai pas dit ça. Alors,
comment analysez-vous le comportement des acteurs dans ce processus de recherche? Ah, ça, c'est une autre question. Oui, on y va alors. Très bien. On peut y aller. Mais écoutez, pour l'instant, si vous voulez, moi, mon avis, je n'ai encore rien à reprocher au processus. Le processus initié par le président de l'Assemblée nationale, qui consiste en réalité à rechercher le consensus au niveau de l'Assemblée nationale, a été un processus jusque-là qui a été très bien conduit. C'est-à-dire comité paritaire, voilà, rapport et puis déposé, ensuite, et puis des membres du comité qui refutent leur propre signature. Qui refutent. Oui. Ça, c'est une accusation. Mais ils ont signé et après ils ont sorti une lettre pour ne pas se reconnaître dans ce qu'ils ont signé. Ah oui, les membres de l'opposition, avait-on dit. Des membres du comité paritaire. Oui, d'accord. Mais pour moi, c'est un détail. Non, c'est important. Pour vous, ça peut être important. Pour moi, expliquez à nos téléspectateurs comment ça peut être un détail. Pour moi, c'est un détail parce que ça n'exclut pas que le débat soit convoqué à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, puisque tout le monde sait que le consensus devait être reflété à travers des lois, notamment dérogatoires, modificatives, ou comme on veut. Dès l'instant où cette attitude ne bloque pas le processus de vote de ces lois-là, pour moi, c'est des détails. Vous n'allez pas régenter... Est-ce qu'on peut participer à un comité paritaire? Non, c'est condamnable. Je suis d'accord. Et écrit, signé normalement, et écrit après pour ne pas se reconnaître. Est-ce que ça participe de la recherche du consensus? Je pense que ça pose un problème, incontestablement, et ça, je vous le concède. Mais la question que vous m'aviez posée tantôt, c'était de savoir si c'était un problème majeur. Professeur Victor Topano. Mais ça a bloqué le débat. Non, je ne pense pas. Le président de l'Assemblée a allé chercher d'autres solutions. Non, puisque le président de l'Assemblée nationale a envoyé les sujets en commission des lois. Et c'est peut-être là qu'on a de nouveaux blocages qui sont totalement différents de celui que les représentants de l'opposition ont eu. Qui n'est peut-être que la résultante de l'autre blocage. C'est ce qu'ils vous ont dit? Non, j'ai dit qu'il n'est peut-être que... Oui, c'est une analyse. Et la professeur Victor Topano, à quel niveau se trouve l'impasse à votre niveau, à vous? C'est ce que j'essayais de vous expliquer. La première impasse, c'est que le processus lui-même, le processus électoral lui-même, était déjà dans l'impasse parce que violant les prescriptions de la CEDEAO, les 6 mois n'ont pas été respectés. Non, il y a une zone d'ombre à éclairer. Posez-moi la question. Est-ce que le processus parle du calendrier de la Sénat ou du vote de la loi? Ça parle du calendrier de la Sénat. Mais justement, nous avons observé que l'amalgame se trouve à ce niveau lorsque certaines personnes opinent. Il y a une nuance à faire entre le reformatage de la classe politique, c'est-à-dire l'achat des partis, et le processus électoral. Est-ce que vous parvenez à faire le distinguo? Oui, vous imaginez bien que vous ne me poserez pas la question de savoir si je fais le distinguo. Oui, parce qu'il y a une confusion qui s'est installée, même au niveau des officines politiques. Vous n'allez quand même pas me faire porter le chapeau de confusion qui s'incruste dans l'esprit de certaines personnes. Je n'assumerai pas ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous adoptez une loi pour dire que vous accordez à des partis politiques une période transitoire de 6 mois pour se mettre en règle, vous ne pouvez pas prendre une décision inférieure à la loi qui fasse entorse à cette disposition légale. Autrement dit, et c'est là où on est rentré dans le premier élément d'impasse. Lorsque la Sénat a rendu public son calendrier électoral et qu'on s'est rendu compte qu'il fallait avoir déposé la liste de candidatures en février, alors même qu'on a accordé à ces partis-là 6 mois pour se mettre en règle, il y avait déjà un problème. Et pour régler ce problème-là, c'est pour régler ce problème-là que la Cour constitutionnelle a été saisie. Et la Cour constitutionnelle a inventé une disposition totalement inexistante dans la loi, à savoir le certificat de mise en conformité, qui n'existe dans aucune disposition de la loi. Dans aucune disposition de la loi. En tant que spécialiste de la science politique, si la Cour constitutionnelle
juge constitutionnel en dernier ressort, régulateur du fonctionnement des institutions, invente, je vous rends votre verbe, le fait, est-ce qu'il appartient à vous ou à moi de refuter cette décision de la Cour au point de ne pas s'y conformer? Est-ce que les gens l'ont refuté au point de ne pas s'y conformer? Non. Il y en a qui estiment que c'est une pièce inventée, donc ne s'y reconnaissent pas. Non, non, presque tous les partis de l'opposition ont commencé la procédure. Malgré cela, c'est bien la preuve que personne ne l'a fondamentalement rejeté, parce qu'on a tous chez nous le respect des décisions de la Cour constitutionnelle comme étant authentique. Tout le temps sur cette décision de la Cour constitutionnelle? Non, mais qu'est-ce qui vous dérange? Que je rappelle en réponse à Distel Amoussou, on a eu les notions fondamentales, on a eu le consensus de la valeur constitutionnelle, on a tellement eu d'inventions. Oui, mais attendez. Une de plus, à quoi ça vous dérange? Ça ne me dérange pas. Oui. Est-ce que je vous ai dit que ça me dérange? Oui, je suis en train d'expliquer l'impasse. Ok. C'était tout. À titre personnel, je n'ai jamais utilisé le mot déranger. C'est que depuis que on a l'impression que... Mais pourquoi vous me faites porter le chapeau de ce que les gens ont dit? C'est ce que les gens ont dit. Non, moi, je n'ai pas dit. Vous avez dit que c'est le premier élément de l'impasse. Oui, parce qu'il va poser... Ça ne peut pas être un élément d'impasse puisque... Est-ce qu'on peut aller aux élections sans avoir une identité? Pour être électeur, il faut bien prouver qu'on est électeur, professeur. Écoutez, de deux choses l'une. Oui. Ou vous me demandez à moi, selon moi, les éléments de l'impasse, et je suis obligé de vous les donner tels que je les perçois, ou alors vous me demandez, et c'est ce que j'avais voulu, me cacher derrière les propos du président de la République, c'était beaucoup plus confortable. Non, et vous m'avez dit de sortir de là. On a beaucoup à gagner chez vous. Précisément, donc je suis en train de vous l'expliquer. Ce sont des éléments constitutifs de l'impasse. Parce que c'est exactement comme au football. Avant d'aller sur le terrain, vous connaissez les règles du jeu. Exact. Lorsqu'en cours de route, on change les règles, vous êtes complètement perturbé. Est-ce qu'on a changé les règles? Si le certificat de conformité n'existait pas dans la loi qu'ils ont votée en septembre... C'est une pièce d'identification. Vous savez, j'ai le défaut des enseignants. Les enseignants se répètent. Je vais vous le répéter à satiété. Je vous écoute. Professeur Victor Topano, la charte des partis politiques dans notre pays indique ou instruit expressément au ministre de l'Intérieur de notifier aux partis légalement constitués leur existence légale. La Cour n'a fait que donner corps ou vie à ce principe régi par la loi. Est-ce qu'en le faisant, la Cour a fauté? Écoutez, je suis très gêné quand vous me posez la question en termes de fauter. Je n'ai pas à juger des actes d'une institution. Je peux certes, au besoin, porter des jugements de valeur, mais pour moi, ça vient en dernier. Ce que je considère, c'est que justement, là, je fais le glissement de la charte des partis au code électoral. Dans le code électoral, il y a une disposition qui énumère de façon exhaustive les pièces à déposer pour constituer le dossier. C'est de ça qu'il s'agit. De manière générale? Non, non, même parfois de façon spécifique. Vous savez qu'on a un code électoral qui a des dispositions particulières pour tous les types d'élections. Il y a des dispositions particulières pour l'élection présidentielle, des dispositions particulières pour les élections législatives, ainsi de suite. Et donc, en ce qui concerne l'élection des députés, je pense d'ailleurs que ça relève des dispositions générales pour toutes les élections. Il y a un certain nombre de pièces précises à fournir. Et dans cette énumération exhaustive, on n'a pas prévu le certificat de conformité. Maintenant, le problème qui s'est posé à la Cour, c'est que la Cour avait d'un côté, entre la main gauche, la loi qui lui dit les partis ont 6 mois pour se mettre en règle. Et à droite, il se retrouve avec un calendrier électoral qui fait que ceux qui vont déposer les dossiers doivent l'avoir déposé avant le fameux 17 mars du code électoral. Oui, l'élection qui vient après ce 17 mars. Oui, oui. C'est important. Sauf que
Professeur Victor Topanou, il faut penser à l'antériorité. Une question me vient comme ça à l'esprit. Oui. Est-ce que tous les partis sont obligés en même temps de se mettre en règle pour leur existence légale et compétir? Vous savez, vous avez tout à l'heure parlé du droit, que c'est une affaire juridique. Je vous ai répondu que l'élection est d'abord une affaire politique, mais normalisée, codée, régentée, codifiée. Voilà. À partir de ce moment-là, il est évident que seuls ceux qui ont envie d'aller aux élections font les formalités de mise en conformité. Tout le monde ne l'a pas fait. D'où l'amalgame. Lesquels? D'où ceux qui ne sont pas en règle prévalent de leur incapacité de se mettre en règle et estiment qu'ils ont été soustraits de la compétition. Vous pensez à qui? Je pense à certains acteurs politiques et à certains partis politiques. Lesquels? Je ne voudrais pas les nommer. Oui, mais si vous ne les nommez pas, vos téléspectateurs ne vont pas comprendre le débat. On prend par exemple les FCBE. Oui, les FCBE ont manifesté leur désir. Non, ils ont été conseillés par rapport à la nouvelle charte. Ils ont tenté de se mettre en conformité, mais ils n'ont pas reçu ce certificat. Ils n'ont pas reçu la notification formelle qui fait que la Sénat constate qu'au moment de leur dépôt de leur candidature, ils ont qualité à concourir. Je vais me répéter pour vos téléspectateurs. Qualité à concourir, donc ils ont qualité à être éligibles. Je vais encore me répéter pour vos électeurs et pour vos téléspectateurs. Oui. Ce qui est en cause, c'est un processus qui a commencé en septembre, qui, au terme de la loi, devrait avoir une durée de 6 mois et que les 6 mois devaient s'achever le 17 mars. Mais qui ne vise pas l'élection législative. Là, c'est la mise en conformité à la charte des partis, oui. qui ne veut pas dire nécessairement participer aux législatives. Non, mais ceux qui veulent aller aux élections, ceux qui veulent aller aux élections se conforment aux règles électorales. Mais dans le cadre de la loi. Et la loi... Le code électoral. Non, d'abord la charte des partis. Puisque pour aller aux élections, il faut avoir une existence légale. Voilà, exactement. Mais donc ça, c'est la charte des partis. Et pour ça, la loi, le législateur a estimé qu'ils avaient de septembre à mars pour acquérir leur statut juridique. Là, ce n'est pas lié aux législatives. Non, voilà. Je suis d'accord. Okay. Ça n'est pas lié aux législatives. Sauf que pour aller aux législatives, il fallait avoir réglé le problème de sorte que pour beaucoup de personnes, on n'aurait jamais dû, et c'est ce que faisait remarquer le président de la République à juste titre la dernière fois, s'ils avaient fait les décomptes en marche arrière, comme on dit, ils se seraient rendus compte qu'on aurait dû voter la loi avant le mois de septembre. Ou raccourcir les délais. Ils avaient tout à fait le droit de le faire. En tout cas, ils en avaient la prérogative. Mais pour ne l'avoir pas fait, la loi, je fais partie de ceux qui vous diront que la loi, même si elle est mal faite, même si elle est dure, elle reste la loi. Elle reste la loi. Voilà. Or, cette loi nous dit qu'on donne 6 mois aux gens. Donc, vous ne pouvez rien leur demander avant la période des 6 mois. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec le calendrier électoral, qui raccourcit les périodes. De sorte qu'au lieu de mars, on leur dit vous devez avoir été prêt en février pour pouvoir déposer au plus tard le 28 février. Et c'est là où, quand ils ont dit, mais non, voici la loi qui nous permet de nous mettre en règle. Elle donne 6 mois. Si vous nous demandez de déposer avant, vous violez la loi. Et on a saisi la Cour constitutionnelle. C'est là où la Cour constitutionnelle dit, effectivement, pour aller aux législatives, vous avez l'obligation d'avoir une existence légale. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. En conséquence, moi j'exige de vous, vous qui voulez aller aux élections, de vous mettre en règle. Mais au moment où la décision sortait, on était déjà quasiment dans le mur. Et c'est pour ça que je soutiens que cette disposition a été prise en cours de jeu. Le jeu était déjà lancé. Et la Cour constitutionnelle, une fois de plus, est dans son rôle d'arbitrage. Elle est saisie en plein processus. C'est le juge du contentieux électoral, aussi bien pré-électoral, électoral que post-électoral. Ça, tout le monde est d'accord. Mais le problème, c'est que quand ça commence par créer des
je veux dire, des désagréments à des acteurs, souffrez que ces acteurs le dénoncent. C'est tout. Alors C'est de ça qu'il s'agit. De la dénonciation de la difficulté qu'on a à se soumettre ou à répondre aux exigences de la loi, à la dénonciation du processus électoral, est-ce qu'il n'y a pas un fossé? Il y a un fossé parce que simplement, lorsque le processus s'est emballé, on a passé l'étape du dépôt des candidatures. Et on constate au niveau de la Sénat que quand ils font le tri, ils font leur travail, et ils l'ont très bien fait, ils constatent que finalement, il n'y a que 2 partis qui sont sélectionnés. 2 partis. Est-ce que ça pose un problème? Si, ça pose un problème. Lequel? Plusieurs problèmes. Allons-y. Le premier des problèmes, c'est que vous ne pouvez pas, dans une démocratie, soutenir valablement que l'on puisse aller aux élections sans les partis d'opposition. Mais pourquoi ne l'a pas inscrit dans le code électoral? Pardon? Pourquoi ne l'a pas inscrit dans le code électoral? C'est si important. Vous savez quelle réponse je vous ferai? Agapit Napoléon. Vous savez quelle réponse je vous ferai? Vous me donnez... Agapit Napoléon Africain, professeur Victor Topano. Je peux lui répondre? Non, pas rapidement, une seconde. Voilà. C'est-à-dire que vous me donnez le sentiment de ceux qui pensent que dans une constitution, il faut tout mettre. C'est une loi. Même pas une loi organique. Non, non. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais tout mettre dans une loi. Oui, mais tout au moins. Non, on ne peut pas tout mettre dans une loi. Ce n'est pas une prescription. Non, ce n'est pas une prescription. Ce n'est pas une obligation. C'est quasiment une obligation. Alors à ce moment... Qui est obligatoire? C'est le principe démocratique. Lequel? Le principe qui voudrait que dans une démocratie, il y ait une opposition et une majorité. Qui est opposition aujourd'hui? Non, ça c'est un autre problème. Oui, mais justement, parce que à partir du moment où le format opposition n'est pas aussi clairement établi, et à partir du moment où le code électoral ne l'a pas clairement imposé comme principe ou règle essentiellement fondamentale pour aller aux élections, en quoi ça constitue un élément de blocage? Professeur Victor Topano, je vais reformuler la question pour vous demander, cette discrimination, opposition, mouvance, n'existe pas dans la charte des partis politiques. Je l'ai lu nulle part. Est-ce que cela sort de l'imaginaire des politiques ou des sachants? Il ne faudrait pas chercher dans la charte des partis, il faut chercher dans le statut de l'opposition. C'est aussi un texte qui existe, c'est une loi qui organise l'opposition chez nous. Ça existe bel et bien. Et il n'y a pas que ces 2 textes-là. Les 2 textes, on en parlait parce que c'est les 2 textes qui organisent l'élection. Au lendemain de l'élection, chacun se positionne, soit de l'opposition, soit de la mouvance. Alors, et ça, il y a un nouveau texte qui régit cela. Mais là, on est avant les élections. Est-ce qu'avec le reformatage de la classe politique actuelle, oui, les partis que nous avons en face, la dizaine qui ont exprimé leur envie de participer aux élections, se sont déjà conformés à la charte de l'opposition ou de la loi? Mais vous ne pouvez pas poser la question avant l'élection. Parce qu'il faut exister avant de faire sa déclaration. Non. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler comme si en réalité la démocratie béninoise commencerait avec les élections législatives de 2019. Exactement. Ce n'est pas le même contexte. Nous sommes en train de reformater la classe politique. Non, vous qui? Nous avions des clubs électoraux. Vous qui? Nous, c'est-à-dire le peuple béninois. D'accord, je pensais que vous affichiez vos sympathies. Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. J'ai donné mandat à des députés qui ont légiféré, qui légifèrent en mon nom et au nom du peuple béninois. Et ils ont légiféré pour le reformatage de la classe politique. D'où la charte des partis politiques aujourd'hui. Alors, est-ce que fort de cela, de cette charte-là, nous pouvons parler, sans existence légale de ces partis politiques, d'opposition et de mouvance? Je vous réponds encore une fois, oui. Simplement parce que, aussi bien la charte que le code électoral n'ont jamais été adoptés à l'unanimité.
C'est-à-dire? Le code, ce n'est qu'avec une seule voix en opposition. Hein. Presque c'est pas l'unanimité. je n'ai pas dit La presque. voix de Guy Mitton. Je n'ai pas dit presque. Moi, j'ai dit ça n'est pas l'unanimité. Un large consensus. Pourquoi voulez-vous absolument... Même, vous savez, en démocratie, même la minorité a des droits. Oui, mais dans certaines démocraties, c'est tellement marginal qu'avec 50,01%, quelqu'un peut être déclaré président de la République. L'exemple Et illustratif. orienter la politique du pays. Bien sûr. Une durée donnée. Mais pourquoi alors ça vous dérange lorsqu'il y a une minorité qui s'y oppose? Pays, Il y a, je Pas- vous pas qui explique. bloque. Il n'a pas bloqué puisque ça a été voté. Oui. Mais Vous comprenez? On est en train de parler de l'adoption de ces lois. Il est parti de l'idée de reformatage de notre classe politique. Et je lui réponds tout simplement que tout le monde ne l'a pas voté. Et donc, du simple fait que tout le monde ne l'ait pas voté, on est obligé de constater qu'il y a eu une majorité. On peut l'appeler écrasante majorité. Appelez-la comme vous voulez. Et mais vous avez opportunément mécanique. mais vous pourrez dire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas nier qu'il n'y a pas eu des gens qui n'ont pas voté, même si ce n'est qu'une seule personne. Parce que cette seule personne n'a pas été élue par une seule voix. Évidemment. Voilà, il incarne une partie de notre nation. Donc il faut en tenir compte, c'est déjà ça l'opposition, c'est déjà ça la majorité. Donc il y a un fonctionnement normal de notre démocratie depuis des années. Le fait de modifier la loi n'enlève rien à la règle préétablie. Est-ce que cette opposition valide une posture de ne pas se conformer aux dispositions de cette loi? La preuve, vous venez vous-même de citer, de donner le nom de celui qui a voté contre. Mais son parti a fait les démarches de mise en conformité. Certainement pas dans les délais. Non, mais ça, c'est un autre problème. Avec des mineurs qui ont été enregistrés. Oui, mais ça, vous savez, vous rentrez dans des détails qui n'engagent que vous. Oui, ce que moi je nous sais, avons lu sur les que vous avez déclarations du lu, ministère de l'Intérieur. voilà. Mais ce que vous n'avez pas dit et qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est quand même la déclaration pour le moins scandaleuse du président de la Sénat qui va jusqu'à nous dire que les deux seuls partis qui ont été repêchés l'ont été simplement parce qu'ils n'ont commis que des fautes mineures. Il n'a jamais dit ça. Mais j'ai écouté, Non, je l'ai lu. Non, pour ça, vous n'avez pas bien écouté. Il a dit, Oui. les banderistes, qu'il y a un certain nombre de fautes, notamment qui sont imputables à l'administration et qui sont communes à toutes les listes qui ont déposé, tous les partis qui ont déposé, et que la Sénat a unanimement décidé de considérer ces fautes qui ne dépendent pas intrinsèquement des formations politiques, mais de l'administration, de les considérer comme des fautes mineures. Mais c'est de ça. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas lié aux deux, c'est à Mais tous. Attendez, attendez. Vous avez dit les deux. Non. Il faut qu'on clarifie. Non, Vous avez dit les deux. Il faut être clair. Le président de la Sénat a dit à tous. Non. Il n'a pas dit à tous. Victor Topano, Les nous deux, n'allons pas on ne peut pas polémiquer. dire qu'il y a des partis qui n'ont commis que des fautes légères. Et même si elles étaient communes à tous les partis, le président de la Sénat ne peut pas s'arroger le droit. C'est pas lui. Attendez. La Sénat de manière unanime. C'est Donc, quand même je son reprends. rôle Je reprends. C'est quand même la mission de la Sénat Ah, de valider les listes. C'est là le problème. La loi n'a jamais conféré à la Sénat les prérogatives de décider de quelle faute était mineure et de quelle faute était majeure. Mais la loi, mais la loi a conféré à la Sénat le pouvoir de qualifier les listes au regard du code électoral. Non, sous réserve de la présentation par ces partis-là d'un certain nombre de pièces exhaustivement énumérées dans l'un des articles. Que dites-vous du contrôle de constitutionnalité par de la gestion de ce contentieux par la Cour constitutionnelle? Puisque cette question a été portée devant la Cour constitutionnelle. Oui. Mais dès l'instant où la Cour, mais la écoutez, Sénat n'avait pas commis d'erreur. oui, dès l'instant où la Cour constitutionnelle se prononce, moi je respecte la décision de la Cour. Donc du coup, on ne remonte plus à la Sénat. Mais vous ne m'empêchez pas de vous donner les éléments constitutifs de la situation de l'impasse. Ce n'est pas parce que... Est-ce que ça peut être l'impasse à partir du moment où le juge a tranché la question? Non. Alors, mais donc ce que je dis, c'est avant la décision du juge. Mais la Cour a tranché. Mais non, vous ne me suivez pas. Non, je vous suis. Non, je ne pense pas. La Cour a tranché, est-ce qu'il y a encore impasse?
Mais dès l'instant où la Cour tranche, Oui. le problème est résolu. Donc du coup, on avance. Oui, on avance. Avec 2 listes. Avançons Oui, donc. mais pourquoi avancer avec 2 listes? Mais c'est les 2 listes Mais qui ne attendez. pas la Cour. Non, attendez. Si c'est là où vous voulez en Non, arriver c'est dans pas votre moi. raisonnement, Nous sommes dans un pays, dans un état de droit où l'organe il faut qui pas gère que... le contentieux des élections, tout le contentieux des législatives, a estimé que la Sénat, ayant qualifié les 2 listes, et que cette décision de qualification des 2 listes est conforme à la Constitution. Quand l'arbitre du jeu a dit que les décisions sont conformes à la Constitution, qui peut encore arguer de blocage? Vous voulez que je vous réponde franchement? Exactement, répondez-moi franchement. Je vais vous dire, À nos téléspectateurs. je vais vous dire, Oui. très franchement, que la loi, elle n'est pas faite pour être appliquée de façon fantaisiste. Et si Et la que, Cour tranche- attendez. C'est-à-dire C'est-à-dire que lorsque nous adhérons à une convention internationale, la CEDEAO en particulier, qui nous dit que le processus ne peut pas être modifié, les règles du processus ne peuvent pas être modifiées dans un délai de 6 mois, même avec une majorité. Est-ce que c'est le cas actuellement? Si, puisque je vous explique que les 2 lois querellées ont été adoptées moins de 6 mois avant le début du processus Pas du tout, électoral. en septembre. Et on a commencé en janvier. Non, Mais les élections, dites-le. c'est le 28 septembre. Mais C'est le dites-le. 28 avril. Non, mais dites à vos téléspectateurs qu'il s'agit quand même bel et bien de processus électoral qui a commencé en janvier, le 16 janvier, et que ce faisant, la Sénat, par son calendrier électoral, a violé la convention. La convention. Mais je vous le dis puisque... Le protocole additionnel que je connais, j'étais à Dakar en 2001. Mais je le connais aussi bien que J'étais à vous. Dakar en 2001 quand il a été adopté. Mais moi, je le pratique depuis. Moi, je l'ai suffisamment lu, Oui. y compris que le protocole n'a pas dit processus, ça dit 6 mois avant les élections. Mais attendez, Mais le qu'est-ce que projet- vous appelez avant les élections? Les élections, c'est le 28 Mais si c'est comme ça, attendez, si vous faites cette interprétation... Non, c'est pas une- c'est une lecture à la lettre, mais, professeur. ok, vous ne voulez pas le mot interprétation, je vous concède le mot lecture. Oui. Si vous faites cette lecture-là à vos téléspectateurs, cela revient à dire que en ayant voté la loi en septembre, la Sénat aurait déjà pu enclencher sa procédure dès le mois d'octobre. pourquoi Mais vous ça n'est insistez pas sur la normal. Non, c'est Professeur Victor Topano, c'est en pourquoi est-ce que septembre. vous insistez sur le mot procédure alors que la Convention ne parle pas de procédure? Mais la Convention parle de quoi? D'élection. Le protocole, pas d'élection. Pas de 6 mois avant l'élection, avant la date de l'élection. Donc, Et pour vous, l'élection, c'est le 28 avril. peu importe tout ce qui se fait avant. Non, Pour vous, c'est ça. tout Non, non, le- il faut. Non, si c'est ça. mais- non, mais- attendez, est-ce attendez. que- Moi, Oui. je suis très respectueux des différences. Exactement. Si on constate entre nous une différence d'interprétation, moi, je vous en donne acte. Et on avance. On s'en donne acte et on avance. Et on avance. Professeur Victor Pour Topano, moi, que quand dit on le parle des protocole? élections, quand on parle des Professeur élections, Victor Topano, que dit le protocole? Processus ou élection? il a utilisé le mot élection. Et vous? C'est le processus. Alors, nous allons avancer. Très bien. Dites-nous, aujourd'hui, le processus électoral dans notre pays, selon vous, selon votre lecture, en fonction des dispositions légales, des lois que nous avons sous la main, souffre-t-il d'un blocage? Écoutez, vous revenez à la question de départ. Il y a un blocage parce que le président de la République l'a constaté. Le président de la République a regretté que cette impasse arrive seulement au moment où lui il est au pouvoir. Qu'en conséquence de quoi, il demandait au président de l'Assemblée nationale d'ouvrir un processus pour rechercher un Très bien, consensus. ça vous l'avez déjà Je dit. pense que Vous l'avez c'est... déjà fait observer. Dites-nous, aujourd'hui, est-ce que les élections du 28 avril sont certaines? Pas du tout. Puisque le président de la République a ouvert une période de recherche de consensus. Vous comprenez? pensez-vous Dès que- l'instant où c'est pensez- ouvert, Monsieur, vous ne pouvez plus faire comme s'il On a n'y a l'impression pas... que vous mettez le président de la République au-dessus des lois. de la Non, République. non. Est-ce que les lois, est-ce que le processus qui se déroule aujourd'hui n'est pas conforme quand la Cour a tranché, a estimé que le processus tel que conduit par la Sénat est conforme à la Constitution? Pensez-vous que le chef de l'État puisse se mettre au-dessus de la Cour constitutionnelle en décrétant un quelconque consensus qui doit être imposé à la classe politique? Écoutez,
cette question, il fallait la poser au président de la République. Non, on a un homme de science avec nous. Oui, donc si c'est à l'homme de science, je vous dis que oui. Pourquoi? Le président de la République a le droit, quand il constate, à tort ou à raison, que nous sommes dans l'impasse, il a le droit de reprendre l'initiative. Est-ce qu'il est au-dessus des lois? Certainement. Oui, c'est une démarche politique. Démarche politique. Oui. Alors, du point de vue du droit, Mais c'est quoi le consensus? Le consensus, c'est l'incarnation, c'est le droit issu des rapports de force. Des rapports de force. Oui. Exactement. Aujourd'hui, les rapports de force, c'est que l'opposition est restée dans une posture de blocage. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle n'a Oui. pas saisi la main tendue du chef de l'État. C'est-à-dire? Elle a demandé la dissolution de la Sénat, elle a récusé le médiateur, elle a renié sa propre elle a même demandé elle a- la commission de l'Assemblée. elle a dénié sa propre participation au comité paritaire, Si. professeur. Non, vous exagérez. Elle a dénié sa propre Non, il n'a participation. jamais demandé. Il a Je me dit- souviens il a très dit- bien de sa phrase. Il a dit si nous étions dans un pays normal, Oui. l'Assemblée aurait dû être dissoute. Ça veut dire qu'un député Alors, de la voilà. République, C'est quoi la quelqu'un que nous avons Ça ne veut envoyé, pas dire je demande la dissolution. Vous professeur, aussi. quand vous Vous avez... aussi. Professeur, Est-ce que vous un- voulez qu'on interprète toutes les fois, toutes les phrases qui sortent de professeur, votre bouche? un élu de la C'est nation, ce que vous faites depuis là. Non, si vous... Interprétation. Bon, moi, je fais mon interprétation avec des limites. C'est pour ça qu'il me reproche de toujours revenir au président de la République. Professeur. Moi, j'explique ce que le président a dit parce que pour moi, il est producteur. professeur, de la Professeur, République. professeur, un élu de la nation qui dit si on est dans un pays normal, est-ce que c'est normal? À ce moment-là, je vais vous citer la liste de tout ce qui n'est pas normal et qui Alors, se déroule donc, depuis du coup- 2016. Du coup, Vous voulez que je vous fasse ça la veut liste dire de ce que qui n'est c'est- pas normal? non. Que par exemple, il y ait eu une bonne douzaine de décisions de la Cour constitutionnelle que le gouvernement n'a jamais respectées. Non, non, Vous trouvez on ça est- on est à normal? la période Vous électorale. trouvez ça On est à la normal? période électorale. Alors, à ce moment-là... Alors, un élu, moi, Non, je parle de non, l'élu de la non, nation, non, qui le est- président de la République est le premier des élus. Il est élu par une circonscription unique, qui est le pays tout entier. Oui. On est d'accord. Bien sûr. Victor Tobal, vous avez été garde des Sceaux. Avant 2016, est-ce qu'il n'y a pas eu de décision de Cour constitutionnelle que le gouvernement auquel vous avez appartenu n'a pas déféré? Vous vous en souvenez d'une seule? De beaucoup. Laquelle? C'est peut-être mieux qu'on reste à la période électorale. Mais moi, je suis C'est peut-être mieux disposé. parce que Distel, C'est vous qui on n'a pas- dirigez on n'a les pas- débats. on n'a pas un temps. C'est vous- on c'est n'a vous pas- qui on n'a pas dirigez un les temps débats, extensif. hein. Mais il est important Oui. que le procès nous dise Oui. en quoi le chef de l'État peut être au-dessus des lois de la République au point d'infléchir une décision de la Cour constitutionnelle qui permet que le processus électoral se déroule normalement. Je vous referai les mêmes réponses. Dans mon esprit, Enfin, vous n'évoluez pas. non, c'est parce que vous aussi, vous n'évoluez pas. Vous revenez toujours à la même question. Le droit. En fait, non, c'est ce que je vous explique. Oui, parce que Et si vous devenez aveugle par le droit, Exactement. qui n'est rien d'autre. Attendez, En l'absence attendez. de processus, Attendez. le droit s'impose. Oui, je suis d'accord. Mais le président décide d'ouvrir une période de recherche de consensus. Mais le président, Et au moment, je vais même vous dire, mais pourquoi ça vous dérange? Mais pourquoi ça vous dérange la politique du chef de l'État? Parce que depuis 3 semaines, on avance Pourquoi pas. vous n'êtes pas allé à la télé, vous n'êtes pas allé sur le plateau dire au président, vous n'auriez jamais Parce dû qu'on dire n'est ça. pas législateur. Mais moi, je et ne le les suis pas non plus. législateurs à qui il a Mais confié je la ne le mission, suis pas non ils plus. tâtonnent et nous sommes le peuple. Je suis un citoyen. Mais moi aussi. J'aime comme vous d'ailleurs. Oui. professeur. Donc, on a envie d'avancer. Oui, d'accord. Mais Alors, à ce donc- moment-là, pourquoi vous excluez le président de la République du processus? Non, il a parlé, mais il n'est pas au-dessus des lois. Mais est-ce que lui ne savait pas qu'il n'était pas au-dessus des Non, lois? lui, il a voulu qu'au Parlement, que les forces politiques s'entendent, que les gens s'écoutent, C'est une question que les de gens cohésion avancent, nationale. dit-elle. Un instant. une question de cohésion Qu'ils nationale. avancent. Le chef d'État s'est mis au-dessus. Mais, professeur, est-ce qu'il vous est arrivé de marquer un arrêt depuis le 6 mars pour analyser le comportement de chaque acteur depuis la sortie présidentielle? Est-ce que vous pensez que l'opposition a saisi au bon la balle lancée par le chef de l'État? Écoutez, si vous voulez mon avis, Oui. je pars de l'idée que le travail parlementaire a toujours été un travail particulier. Nous sommes tous dans ce pays, nous savons comment fonctionne notre Parlement. Qu'aujourd'hui, il y ait des discussions contradictoires, des blocages par-ci, par-là, ça n'est quand même pas nouveau.
vous êtes observateur de la vie politique du Bénin depuis, je dirais, bientôt 30 ans. Absolument, oui. Mais ça n'est pas nouveau. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le cocotier. Ce que j'attends, c'est qu'aujourd'hui, qu'on nous donne des résultats probants. À ce moment-là, on aura oublié toutes les déclarations prononcées. Oui, comme vous voulez. C'est de ça qu'il s'agit. On va avancer. Là, on est en phase. Oui. Victor Topalou, les circonvolutions politiques se sont transposées, transportées à l'université. Et il y a pratiquement des tirs croisés entre érudits de la chose du droit. Nous avons écouté le professeur Aïvor Joël, consulté par le président de l'Assemblée nationale. Nous avons écouté le professeur Dandy Nyamou. Vous êtes là. Et dans l'après-midi... Également consulté, le professeur Topanou, consulté également par le président de l'Assemblée nationale. Ça, je ne le savais pas. Absolument, oui. Et hier, nous avons écouté le professeur Salami. Finalement, il y a une cacophonie de sons, de cloches. Il y a des lectures dissonantes et divergentes. Est-ce que c'est un conflit de doctrine ou un choc d'intérêt inavoué? Politique peut-être ou partisan? Inavoué. Alors si vous le dites, il va falloir qu'on essaye de savoir quels sont les intérêts inavoués. Ou partisans. Mais pour moi, il n'y a pas eu de... Vous avez écouté le professeur... Oui, je voulais vous faire ma réponse. Vous avez écouté le professeur Dandy, vous avez écouté certainement le professeur Salami. Qu'est-ce que vous en pensez? En réalité, je pense que dans cette affaire-là, il y a eu un gros malentendu. À quel niveau? Au niveau du rôle que devrait jouer ou non la Cour constitutionnelle. Exactement. Il y a eu un malentendu, tout simplement. Parlons-en. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer de façon vraiment très simple. Pour nos téléspectateurs. Oui, pour nos téléspectateurs, pour vos téléspectateurs. Ce qui s'est passé, c'est que dans la recherche du consensus que le président de la République a chargé le président de l'Assemblée nationale de trouver, ils ont mis en place un petit comité de 5 membres. Le président de l'Assemblée lui-même comme président et 2 députés représentant la majorité et 2 représentant la minorité. Et quand ils sont sortis de leur conclave, la lumière blanche qui est apparue... La fumée blanche, merci de me le rappeler, qui est apparue en 3 documents. Exact. Un premier document qui porte proposition de dérogation de la charte des partis. Un deuxième document qui porte proposition de modification du code électoral. Et puis, un troisième qui propose purement et simplement la modification de l'article 80 de la Constitution de notre pays. Mais avant d'aller plus loin, il faut expliquer à vos téléspectateurs pourquoi il y a eu l'apparition de ce troisième document. Dites-nous, Victor Topalou. C'est simplement parce que les députés se sont entendus entre eux pour dire que le temps pour nous de trouver le consensus, le temps pour nous de reprendre le processus électoral, nous risquons de ne jamais tenir dans le délai de 15 mai, qui est la date limite de la fin de la législature actuelle. En conséquence, si nous prévoyons un dépassement compris entre 1 jour et 30 jours, il vaut mieux que nous nous donnons une marge confortable de 45 jours pour pouvoir faire le travail proprement de nouvelles élections transparentes, inclusives et tout. C'est pour ça, pour être conséquents envers eux-mêmes dans la recherche de ce consensus-là, ils se sont dit, il vaut mieux alors, puisque notre mandat risque de finir avant les 45 jours de débordement, peut-être même 30 jours, peut-être même 20 jours, mais ils se disent, donnons-nous une marge de 45 jours. Attendez. Votre analyse, votre observation sur ce point précis. Oui, c'est la suite en fait. C'est la suite en réalité. Et donc, quand ils disent ça, pour eux, ils sont cohérents envers eux-mêmes. Et c'est normal.
et pas envers vous. Non, c'est là où le débat s'est posé. La question qui s'est donc posée, c'est de savoir si la recherche du consensus, le consensus trouvé et l'organisation d'élections transparentes et inclusives oblige nécessairement à modifier l'article 80. C'était ça. Les députés, eux, ont pensé que oui. Ils ont pensé qu'il pourrait y avoir un dépassement de 30 jours. Ils ont pensé qu'il pouvait y avoir un dépassement du comité. Voilà, du comité, représentant d'un côté l'opposition et de l'autre la majorité. C'est sur cette base-là, eux, ils ont répondu comme ça. Mais tout le monde ne répond pas oui. Donc eux-mêmes, curieusement, je ne sais pas. Ils l'ont écrit. Après. Aussitôt après, oui. Voilà, aussitôt après. Oui. Mais moi, je parle du moment où le test est pris. Okay. Donc la question qui s'est posée à eux, c'est de savoir si oui ou non, on est obligé de toucher à l'article 80 pour pouvoir organiser, dans le cadre de la recherche du consensus, des élections inclusives Mais avant et de vous crédibles. laisser poursuivre, professeur Victor Topano, lorsqu'on appose sa signature sur un document, est-ce qu'il n'est pas de bonne foi indiqué qu'on l'assume? Oui. Mais Donc je peux continuer? Continuez alors. Bien. Parce que sinon, je vais vous rappeler beaucoup de cas de gens qui n'ont pas respecté leur signature. Mais enfin, c'est quand même dommage. Oui, le principe, je suis d'accord. Et vous nous parlerez certainement du président Boniaï. Enfin, nous n'allons pas Peut-être de Patrice Talon aussi. Oui, pourquoi pas. Bon, Avançons. voilà. Donc, n'allons pas là. Voilà, c'est pas le terrain indiqué. Enfin, et donc, la question qui s'est posée, c'était de savoir si oui ou non, on est obligé de modifier la Constitution pour mettre en œuvre les élections inclusives. Les députés, les 5 du groupe ont dit oui. Mais d'autres ont le droit. Merci de reconnaître que les 5 du groupe ont dit. Mais ça, on a déjà passé ça. Très bien. Je vous ai donné acte qu'il n'est pas normal que l'on ait signé et qu'on ne respecte pas sa signature. Mais je ne suis pas la Cour constitutionnelle, Absolument, je n'ai pas de oui. jugement de valeur. Mais c'est une opinion. Quand je prends un engagement, je le respecte. Point. Mais on a passé cette étape-là. On a passé cette étape-là. Maintenant, dans l'opinion, beaucoup ont pensé qu'on peut très bien organiser des élections inclusives sans nécessairement toucher à l'article 80. Je faisais partie de ces C'est qui gens-là. l'opinion? Comment la mesure-t-on? En fait, je ne suis pas un partisan. Non, c'est pour ça que je ne suis pas partisan de la religion, mais franchement, l'opinion, elle est mesurable. Elle est mesurable comment? Alors que le document n'est même pas allé à la conférence des présidents, ni à la plénière. Écoutez-moi, Oui. je parle juste, oui. Non, le président parle de lui-même. Oui. Non, j'ai dit Mais dans c'est l'opinion. l'opinion. Qui est l'opinion? Parce que Non. le président de l'Assemblée nationale est revenu là-dessus. Incarner l'opinion. Avançons, professeur Victor Topano. J'explique Oui. que dans l'opinion, je n'ai pas dit l'opinion, Oui. j'ai dit dans l'opinion, Oui. il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. L'opinion, Donc, c'est quoi? vous-même. Voilà, j'ai dit dont moi-même et aussi quelqu'un comme professeur Joël Aïvo. C'est là où il y a divergence. Nous, on a pensé qu'on peut très bien le faire sans être obligé de toucher à l'article 80. Et il y a certains qui pensent Alors, qu'on est c'était- obligé c'était quoi de votre le toucher. proposition? Non, notre proposition était simple. On a dit que les 45 jours dont les députés ont besoin, on peut les retrouver à partir de lundi dernier en repoussant les élections de 2 semaines. Alors, Au lieu- sur quelle base vous avez suggéré qu'on repousse les élections? Puisque le président a ouvert une période de recherche. Et on s'est dit, pour Mis que à part la base légale, la c'est période de 45 recherche oui. du président de la République à laquelle vous vous accrochez, quelle base légale donnez-vous à cette proposition? Non, le Non, consensus tant ne qu'on peut n'a pas pas dépassé fonder, le voilà. délai, il n'y a Non, pas et puis de d'abord, la problème recherche de du consensus n'est pas fondée Non, sur une il loi. faut laisser Le le professeur parlait de repousser les élections à On- partir. Non, il a dit lundi dernier, donc lundi dernier, il n'y a pas élection. En fait, c'est le calendrier qu'il faut retoucher. On est donc, il faut Oui. laisser, il faut qu'on voit un peu la Vous comprenez? logique. C'est-à-dire que dès l'instant où le président a ouvert cette période et qu'il y a eu un document de travail sur la table, ce n'est qu'une proposition. Et ce n'est qu'une position. Lorsque nous disons, par exemple, que l'on peut très bien trouver la marge de 45 jours avant la période électorale, enfin avant le jour des élections. Le verdict, Oui, non, nous, voilà, vous vouliez savoir quels étaient les éléments d'analyse. L'un des premiers éléments, c'est la date limite
de l'actuelle législature. Exactement. Elle finit le 15 mai. Donc, avant le 15 mai, on a l'obligation d'organiser les élections. Donc, on s'est dit qu'en repoussant de 2 semaines, en passant du 28 avril au dimanche 12 mai, on a encore une période de 47 à 48 jours. Mais à condition que la semaine dernière, comme c'était prévu, l'Assemblée, la plénière vendredi dernier, on s'est dit qu'il fallait absolument que vendredi dernier, le consensus ait été trouvé, qu'il ait été traduit dans les lois. Et qu'à partir de ce moment-là, on part de l'idée que depuis lundi dernier jusqu'au 12 mai, on a 47 à 48 jours. Et que 47 à 48 jours, ça suffit largement. Et donc, le problème qui s'est posé, c'est de savoir comment on fait si on organise le 12 mai et que les résultats par la Cour constitutionnelle ne sont donnés que 8 jours après. C'est-à-dire au lendemain du 15 mai. Au lendemain du 15 mai. C'est-à-dire le 16? Par exemple, parce que la Sénat a prévu dans son calendrier initial heures, oui. 2 jours, après exactement. les élections pour donner les grandes tendances. Exactement, oui. Donc, la Sénat l'aurait donné le samedi 14 mai. On est encore dans le délai. Et maintenant, la question qui s'est posée, c'est de savoir comment la Cour, elle fait. La Cour d'ordinaire, dans notre pays, depuis les expériences passées que nous avons, a toujours mis à peu près 10 jours à 2 semaines, maximum, pour donner ces élections, pour donner ces résultats. Et donc, on s'est dit, il restera alors une fourchette de moins de 2 semaines qui ne serait pas couverte par le mandat actuel. Et comment on répond? Est-ce que pour ce délai-là, on modifie la Constitution? C'est là qu'on a dit non. Reprenons notre passé. Il y a eu beaucoup d'élections qui ont été reportées, notamment en 2011. Professeur Victor Topano, vous faites mention à cette décision de la Cour Robert Dossou, mais la Cour n'avait pas prorogé le mandat des députés, mais plutôt avait-elle donné acte à la Sénat par rapport à ces difficultés logistiques pour repousser les élections? Je vous remercie de cette question parce que c'est précisément elle qui me permettra de lever ce que j'appelais le quiproquo, l'incompréhension entre les enseignants dont vous parliez. Très bien. Le professeur Ivor n'a jamais dit qu'il fallait demander à la Cour constitutionnelle de proroger le mandat de qui que ce soit. Le professeur Ivor ne l'a écrit nulle part et ne l'a dit nulle part. Le mot proroger, le mot modifier l'article 80, jamais. Je mets quiconque au défi. Mais il a demandé que le président de l'Assemblée puisse saisir la Cour. Voilà. Non, mais c'est important les mots. Oui. Quand vous dites à l'opinion... Permettons au professeur Victor Topano de poursuivre son développement. Oui. Mais avant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis téléspectateurs, Café politique amorce sa descente. Oui. Et donc, c'est ce que je vous disais. Monsieur Agapi, tout à l'heure, vous a rappelé que j'ai également été consulté par le président de l'Assemblée nationale. En fait, nous avons coécrit le rapport. Et c'est pour ça que j'en parle en tout. Voilà, exactement. Oui. Je l'ai dans ma machine. On n'a jamais écrit nulle part qu'on demanderait à la Cour constitutionnelle de proroger le mandat des députés. C'était bien de faire cette clarification. Oui. Professeur Victor Topano, je vous prie de regarder dans la caméra et de dire à nos téléspectateurs que le professeur Joël Aïvor et vous, d'ailleurs, vous, deux experts à qui le président Rumbedji a fait, n'est-ce pas, la demande d'impression, d'opinion et de conseil. Oui, donc, comme je vous disais, je vous remercie de me donner cette occasion. On n'a jamais écrit. Et en plus, dans les interviews, vous ne pourrez apporter aucune preuve matérielle que nous ayons demandé de conférer à la Cour constitutionnelle le droit de modifier l'article 80 pour permettre aux députés de rester. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais... Et donc, je ne comprends même pas d'où est née cette polémique-là. Parce que, en effet... Peut-être parce que vous avez demandé. Non, je vais vous expliquer. Le président de l'Assemblée pourrait... Voilà. Exactement. Je vais vous dire. Là, c'est 2 éléments. Là, il y a 2 éléments. Exactement. Il y a 2 éléments. Le premier élément,
qui a échappé à beaucoup de nos compatriotes, Tu as peut-être mal lu. Hein? c'est que, d'abord, il est mal lu, c'est évident, puisqu'on n'a jamais dit qu'il fallait modifier l'article 80 par la Cour constitutionnelle. Personne de bon sens ne pourrait le dire. Merci. Bien, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une disposition de notre Constitution que beaucoup de nos compatriotes ne lisent pas et ne connaissent pas. C'est le fameux article 87. Et qui dit que la première session ordinaire de l'Assemblée nationale se tient dans la première quinzaine du mois d'avril. Exactement. Première quinzaine du mois d'avril. Alinéa 2 de cette... Absolument. Or, nous sommes à la 7e législature. Seules 2 législatures sont rentrées dans la première quinzaine du mois d'avril. La première législature, c'était le 1er avril. La deuxième, le 4 avril. À partir de la 3e, on est passé au 20 avril. Donc, depuis la 3e législature, plus jamais cette disposition de l'article 87 n'a été respectée. C'est-à-dire, en début de législature. c'est ce que j'ai appelé. En début de législature. Oui, en début de législature. puisque la Constitution prescrit que la première session doit s'ouvrir dans la première quinzaine du mois d'avril. Pas forcément de la législature démarrant, qui démarre. Si. C'est le principe. Oui, d'accord, c'est le principe tous les ans. Exactement. Tous les ans, c'est pareil. Oui, normalement. Voilà, c'est tous les ans pareil. Les élections peuvent se dérouler hors délai. Non. Donc vous ne respectez plus cette disposition-là. Non, la législature dure 4 ans. Non, c'est pas, vous ne me comprenez pas. Je vous comprends. La première session annuelle, annuelle, la Constitution, l'article 87, prescrit que c'est la première quinzaine du mois. En première quinzaine du mois d'avril. C'est de ça que je parle. Mais non, le projet expliquait pourquoi la saisine. Je pense qu'il faut continuer d'expliquer pourquoi la saisine de la Cour constitutionnelle. Et donc je voulais vous montrer que si depuis la 3e législature, on n'a pas été capable de respecter cette disposition, c'est parce que toutes les fois, il y a eu l'intervention de la Cour constitutionnelle en sa qualité de régulateur. Pas seulement juste de régulateur, disposition de l'article 114. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour que jusque-là, le fonctionnement soit normal. Exactement. Et précisément en 2011, pour des raisons techniques, la Sénat avait estimé qu'elle ne pouvait même pas, sur le fondement du premier décret pris en Conseil des ministres pour convoquer le corps électoral, et dit « je me rends compte que je ne peux pas ». Et la Cour lui dit « vous êtes autorisé, je demanderai au président de la République de prendre un nouveau décret pour convoquer, mais que cette nouvelle convocation ne devrait en aucun cas dépasser telle période ». C'était de ça qu'il s'agit. Donc, on s'est dit que si le consensus était trouvé, et qu'on ne veut pas modifier l'article 80, au moment de demander le report, on ne peut pas ne pas saisir la Cour. C'est à ce moment-là qu'on saisit la Cour pour dire, cette fois-ci, pas comme en 2011 où on a dit pour des raisons techniques, on dira, suite au nouveau consensus trouvé par la classe politique, nous vous demandons de nous autoriser à repousser les élections de 15 jours. C'est de ça qu'on a parlé. Vous avez conditionné au consensus éventuellement à trouver. Bien sûr. Qui n'est pas aujourd'hui trouvé. Qui n'est pas encore trouvé. Donc, le débat. Non, c'est bon que vous l'avez expliqué. Selon vous, aujourd'hui, quelles sont les portes de sortie possibles? Mais écoutez, moi, je souhaiterais, autant que faire se peut, que demain, vendredi, le consensus puisse être trouvé à l'Assemblée nationale. Et que dans le pire des cas, même si il n'était pas trouvé demain, qu'il puisse être trouvé au plus grand tard la semaine prochaine. Si elle était trouvée, à ce moment-là, on reprend la procédure normale. On demande à la Cour constitutionnelle l'autorisation de permettre au président de la République de prendre un nouveau décret pour convoquer le corps électoral, non plus pour le 28, mais sur la base d'une date qui aura été décidée de façon consensuelle. Et la machine reprend le train reprend les rails. Mais en cas de non-consensus. Voilà. S'il n'y avait pas de consensus, ce serait dommage. Ce serait dommage qu'on ait ouvert cette période-là et qu'on n'y arrive pas. À ce moment-là, ce que je crains, c'est qu'on ait joué aux apprentis sorciers et qu'une partie de la population ne soit pas d'accord que le processus soit poursuivi.
c'est ici que vous me donnez l'occasion de dire ce que je pense de l'attitude du président de la République du 6 mars. J'aurais tellement aimé. Attendez une seconde. J'aurais tellement aimé. Non, c'est pour vous donner plus là. Moi, j'aurais souhaité qu'au-delà du président de la République, que vous portiez peut-être rapidement un regard sur les attitudes et de l'opposition et de la majorité présidentielle. Non, vous savez pourquoi? Non. Je m'en vais féliciter le président de la République. Oui. Parce que vous semblez demander à ce qu'on ne revienne pas à son initiative. L'initiative du consensus qu'il a prise, c'est une initiative mais qui montre vraiment sa hauteur d'esprit. Mais comment voulez-vous ne pas pouvoir l'apprécier? Et vous croyez qu'on en serait là à ouvrir une session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui coûte au bas mot 250 millions aux contribuables sans la volonté du président de la République? Et c'est pour ça que moi je voulais vous dire, à ce stade précis, moi j'aurais, si j'avais non pas un conseil, mais une appréciation à apporter, c'est que le président persévère dans cette voie-là. Qu'il trouve les moyens, même si il faut aller les chercher au-delà de ses entrées. Il faut l'encourager à aller les chercher. Non, non. Quand on a ouvert dans un pays, en même temps la porte quand on a ouvert, pas au prix de la violation des textes. Non, quand on a ouvert un processus consensuel, qu'on a la prérogative politique et constitutionnelle de le faire, il faut l'encourager. Il faut accompagner le président dans cette voie-là. Je suis convaincu que si le président se donnait tous les moyens, il mettrait suffisamment la pression sur sa majorité et ça passerait comme une lettre à la poste. Pourquoi vous parlez de la majorité? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'opposition qui n'a pas saisi la main tendue? Dites-nous, qu'a fait la majorité pour bloquer le processus? Non, mais je pense que quand... Je ne sais pas exactement à quel acte vous faites référence, mais... Depuis que le chef, vous avez parlé de 6 mars. Oui. Dites-nous. Mais pour moi, ça avance. C'est vous qui avez le sentiment que ça n'avance pas. Puisque je vous dis que je croise les doigts, peut-être que demain, oui, pourquoi ne pas l'être? Mais pourquoi ne pas l'être? Nous allons remercier le professeur Victor Topanou qui a accepté de s'essayer à cet exercice avec nous ce soir. Merci de prendre rendez-vous. Mais avant, nous allons lui demander ses impressions, les impressions qu'il a de cette émission et en profiter pour lui remettre ce cadeau comme nous en avons l'habitude. Je vous remercie pour ce cadeau, je ne m'y attendais pas. En fait, c'est pour prolonger le café. Bon, d'accord, c'est pour prolonger le café. Une belle tasse, je ne sais pas si la caméra voit, pour que vos téléspectateurs... Alors, quelles sont vos impressions sur cette émission et en même temps votre mot de la fin? Écoutez, c'est la première fois que je prends part à ce type d'émission. Évidemment, vous avez au moins réussi quelque chose, c'est que vous surprendrez ceux qui me connaissent. Être en mesure de parler dans ce ton-là pendant plus d'une heure, ça n'est pas de mes habitudes. En général, j'ai un ton beaucoup plus bas, un cran au-dessous. Et là, c'est parce que vous êtes parvenu à me sortir de mes gonds. Mais je trouve ça finalement très sympathique et je pense que vous trouverez désormais en moi un bon agent publicitaire de votre émission. Merci beaucoup. Merci, professeur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci de prendre le rendez-vous de la suite de nos émissions sur ETélé. Nous sommes au cœur de l'actualité.